Il est 22 h sur Télé Djibouti. Bienvenue dans cette nouvelle édition de votre journal. Au sommaire de l'actualité. À la une dans l'actualité nationale, début de l'atelier sur la formation continue. Et enfin dans l'actualité internationale, aux États-Unis, pas de preuve de collusion entre la Russie et l'équipe de campagne de Donald Trump. Nous sommes le lundi 25 mars 2019. Bonsoir et merci de nous accueillir chez vous. Sous le patronage du Premier ministre, le ministère de l'Éducation nationale a organisé aujourd'hui un atelier de réflexion sur la formation continue au Palais du Peuple. Cet atelier va durer du 25 au 27 mars. Les travaux de cette rencontre portaient sur des questions comme les évolutions perpétuelles des besoins du corps enseignant, les contenus de la formation et les innovations liées aux besoins du marché du travail. La cérémonie d'ouverture s'est déroulée ce matin en présence du Premier ministre, M. Abdelkader Khan Mohamed, le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, M. Moustapha Mohamed Mohamoud et de plusieurs membres du gouvernement. Les partenaires de l'Éducation nationale, les cadres et les responsables du MENFOP et l'ensemble de la communauté éducative ont participé à cette rencontre. Ces 3 journées de réflexion devront concourir à l'atteinte des objectifs du projet transformateur du système éducatif à travers une nouvelle politique de formation continue, le renforcement des capacités et la professionnalisation des personnels bénéficiaires. Cette formation continue contribuera à l'amélioration des méthodes d'enseignement à la faveur des pratiques innovantes de l'emploi de nouveaux outils didactiques et de nouvelles méthodes pédagogiques. Comme un des chantiers importants pour mieux répondre à ces missions, une nouvelle maquette de la formation initiale des enseignants destinée à tous les ordres d'enseignement. Cette formation initiale, remodelée et élargie, repose, mesdames et messieurs, sur la volonté d'assurer une professionnalisation des nouveaux formés. Le ministre de l'Éducation nationale, M. Moustapha Mohamed Mohamoud, a mis l'accent sur l'intérêt de cet atelier de réflexion qui est destiné à définir les contours de la formation continue, aussi bien dans ses contenus, ses finalités et ses objectifs, mais aussi dans son statut et sa stratégie de mise en œuvre. Écoutons à présent le ministre de l'Éducation nationale. Monsieur le Premier ministre, votre présence distinguée parmi nous ce matin ne nous surprend guère, car elle traduit tout simplement votre intérêt et l'intérêt du gouvernement tout entier pour la question de l'éducation nationale. Merci de marquer très clairement la volonté du gouvernement d'édifier un système éducatif de qualité, performant et accessible à tous, conformément à la vision de son Excellence, le Président de la République, M. Ismaïl Omar Guelleh. Je ne doute pas que la présence de toutes les participantes et participants de cet atelier soit un signe probant de l'importance que vous attachez à la problématique de la gestion concertée de notre système éducatif. De même, je suis heureux de saluer nos partenaires techniques et financiers dont la présence à nos côtés constitue un stimulant formidable pour la mise en œuvre de notre politique éducative nationale. La mise en œuvre des dispositifs de formation multidimensionnels avec l'introduction des technologies de l'information et de la communication pour l'éducation peut garantir, donc dans les contextes djiboutiens, marqués donc par une grande hétérogénéité des profils recrutés, une hétérogénéité également des approches d'apprentissage. Dès lors, la nécessité des choix politiques clairs dans le domaine de la formation continue des personnels est apparue indispensable, mais aussi nécessite pour réaffirmer un certain nombre des principes fondateurs de notre école inclusive des qualités dans celui qu'il place l'enseignant au cœur du système.
Pour sa part, le Premier ministre, M. Abdelkader Kal Mohamed, a souligné l'importance accordée par le président de la République, M. Ismaël Mergueli, aux ressources humaines qui sont les premières richesses nationales à valoriser. D'où son appel à réfléchir profondément pour réponse la formation continue qui est selon lui un processus d'apprentissage permettant à l'enseignement d'acquérir des savoirs et des savoir-faire afin de développer constamment ses compétences professionnelles pour exercer avec plus d'efficacité les missions qui lui sont confiées. Tous, nous ne disposons certes pas d'importantes ressources naturelles pour répondre aux exigences nationales et internationales, mais nous disposons des hommes et des femmes instruits et qui instruisent afin de renforcer notre capital humain. À juste titre, le chef de l'État n'a cessé de porter toute son attention sur la formation des hommes et des femmes. Il a l'habitude de qualifier le potentiel humain djiboutien de véritables richesses nationales qu'il faut constamment valoriser. Ce travail de valorisation ne doit jamais s'arrêter car il est toujours nécessaire de l'améliorer, de l'adapter aux progrès et aux environnements changeants. Un proverbe arabe dit « La différence entre un jardin et un désert, ce n'est pas l'eau, mais c'est l'homme. » Je retiens de ce proverbe un élément très important. C'est l'homme avec un grand H, ça peut être une femme aussi, c'est pareil, qui est au cœur de tous les processus. Disposer des ressources humaines formées et organisées de façon rationnelle permet à une société, une organisation de relever de manière efficace et efficiente les différents défis. J'espère que lors de cet atelier, vous aurez l'occasion d'évoquer plusieurs thématiques. Vient de les citer M. le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, et notamment quels sont aujourd'hui, dans une dynamique et perpétuelle évolution, les besoins ou les attentes du corps enseignant. Tout à fait autre chose cette fois-ci. Le Premier ministre, M. Abdelkader Kal Mohamed, a reçu ce matin le nouvel ambassadeur de la République démocratique et fédérale d'Éthiopie, M. Abdelaziz Mohamed Ibrahim, accompagné de son collaborateur, Mekpik Mengesha. S'exprimant à cette occasion, l'ambassadeur Abdelaziz Mohamed Ibrahim a adressé ses vifs remerciements aux autorités djiboutiennes et au Premier ministre en particulier pour leur accueil et leur disponibilité. Le diplomate éthiopien a également indiqué que les deux pays amis jouissent d'une relation bilatérale et multiforme très importante ainsi que d'une excellente intégration économique. Il a aussi exprimé sa volonté d'accroître la relation bilatérale des deux pays frères et de la consolider davantage dans tous les domaines. Pour sa part, le Premier ministre, M. Abdelkader Kal Mohamed, n'a pas manqué de rappeler l'excellente relation de la coopération profondément enracinée entre les deux pays amis et leur intégration économique. Il a indiqué que l'Éthiopie et Djibouti sont liés par leur histoire et aussi par l'intérêt économique en mentionnant au passage les grands projets communs qui ont été réalisés par les deux pays. Il a assuré le diplomate éthiopien de son soutien indéfectible et sa volonté d'étendre la coopération bilatérale afin de promouvoir les relations entre les deux pays frères et amis. Le Premier ministre a conclu l'entrevue avec le diplomate par le souhait de bienvenue en réitérant son assurance et son soutien dans l'accomplissement de sa mission. Ce fut par la suite au tour du président de l'Assemblée nationale, M. Mohamed Al-Ahmed, de recevoir le nouvel ambassadeur de la République fédérale et démocratique d'Éthiopie, Abdelaziz Mohamed Ibrahim. Le président du Parlement souhaitait aux diplomates éthiopiens un agréable séjour et plein de succès dans l'accomplissement de sa noble mission diplomatique dans notre pays. Cette rencontre a été l'occasion pour les deux personnalités publiques de passer en revue l'histoire commune des deux peuples frères. Il a également été question des voies et moyens susceptibles de promouvoir encore davantage tous les domaines, et c'est dans l'intérêt respectif des deux pays et de nos deux peuples. Le président de l'Assemblée nationale n'a pas manqué de souligner que le renforcement des relations entre les deux institutions représentatives des peuples, en l'occurrence l'Assemblée nationale, M. Mohamed Ahmed, a ensuite mis en exergue l'exemplarité de l'intégration économique des deux pays frères avec la finalisation d'un grand nombre de projets d'envergure d'intérêt commun pour les deux pays et ceux en cours de réalisation qui vont sans nul doute améliorer les conditions de vie des populations djiboutiennes et éthiopiennes. Le président de l'Assemblée nationale a exhorté le diplomate éthiopien à poursuivre les efforts de son prédécesseur en vue de consolider encore davantage ces liens d'amitié uniques dans la sous-région.
Au cours de cette audience, l'ambassadeur Abdelaziz Mohamed Ibrahim a d'abord adressé ses vifs remerciements auprès du président Mohamed Al-Hamoud pour l'accueil chaleureux qui lui a été réservé dans les locaux de l'Assemblée nationale. Dans le reste de l'actualité, le ministre de l'Énergie chargé des ressources naturelles, M. Younis Ali Gueidi, a présidé hier l'ouverture d'un atelier de 2 jours au Palais du Peuple sur la présentation et la validation de la feuille de route des stratégies du secteur de l'énergie. Différents acteurs du secteur privé et public ont participé à cet atelier, notamment l'électricité de Djibouti, une délégation du Centre régional des énergies renouvelables, de l'efficacité énergétique des pays arabes, le PNUD, etc. L'atelier s'est poursuivi avec la présentation des programmes, notamment celle du directeur technique du CER et la présentation de l'EDD. Cette dernière s'est taillée sur 4 volets, à savoir la production, le transport, la redistribution plutôt, et une dernière sur les départements informatiques de l'EDD. À la fin de cette première journée, l'atelier venait des discussions des différentes participants afin d'échanger sur les questions posées lors des interventions. Les discussions reprendront demain avec les stratégies mises en place pour l'électrification rurale, de la maîtrise de l'énergie et la géothermie. Le ministre de l'Énergie a souhaité la bienvenue aux différents acteurs. Ensuite, il a remercié les partenaires du ministère de l'Énergie, notamment l'Union européenne, l'Agence française pour le développement et le PNUD pour l'élaboration et le développement de la stratégie du secteur de l'énergie. Nous l'écoutons. Le gouvernement de Djibouti considère l'énergie comme un secteur stratégique, un vecteur essentiel de sa politique de développement socio-économique et le moteur du développement durable à Djibouti. En outre, Djibouti compte sur le développement de ce potentiel en énergie renouvelable, notamment la géothermie, le solaire et l'éolien. Cette énergie inépuisable, nous en avons besoin pour transformer la République de Djibouti en pays émergent capable de fournir de l'électricité moins chère à toutes les Djiboutiennes et tous les Djiboutiens, aux investisseurs ainsi qu'au secteur public et privé dans un avenir proche. Pour atteindre ces objectifs, mon ministère, le ministère de l'Énergie chargé des ressources naturelles, a mis en place des stratégies harmonisées pour le développement du secteur de l'énergie. Ces stratégies ne sont pas une prescription excessive d'intervention, mais plutôt un cadre de programmation pour la mise en œuvre d'activités à moyen et à long terme nécessaires pour jeter les bases solides des investissements énergétiques des secteurs publics et privés à Djibouti. Elle vise à accroître les investissements du secteur privé dans l'énergie, à accélérer les réformes politiques et institutionnelles et créer un environnement propice pour que le secteur privé puisse investir à Djibouti. Elle vise également à intégrer dans les interventions visant à atténuer les effets de la sécheresse, à améliorer l'accès à l'eau, la sécurité alimentaire, la santé, mais aussi l'éducation. Ces cadres stratégiques devraient accélérer la réalisation de l'objectif consistant à utiliser 100% de l'énergie provenant de sources d'énergie renouvelables locales, principalement le solaire, l'éolien et la géothermie, pour compléter les importations d'hydroélectrique en provenance d'Éthiopie. Ces stratégies complètent les efforts du gouvernement, du secteur privé, des partenaires du développement locaux et internationaux et de la société civile pour mettre en œuvre des initiatives en faveur de l'énergie durable. Ces initiatives permettront d'améliorer l'autosuffisance en matière de production énergétique et éventuellement exporter vers les pays voisins à l'avenir. En plus d'aide à la mise en œuvre de la vision 2035, il s'agit également d'un outil utile pour les partenaires de développement impliqués dans la localisation et la mise en œuvre des objectifs de développement à l'horizon 2030. Mesdames et messieurs, nous devons nous donner les moyens pour assurer l'avenir des énergies renouvelables et donc de notre avenir à tous. Dans une interview accordée à la RTD, la représentante du programme des Nations Unies pour le développement, le PNUD, à Djibouti, Mme Fatima Farouk Al-Sheikh, a exprimé sa satisfaction de participer à cet atelier qui constitue la première étape, a-t-elle dit, de feuille de route établie par le ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles de Djibouti. Selon la représentante du PNUD, cet atelier vise à concrétiser la vision de Djibouti à l'horizon 2035 en matière de développement durable et d'énergie, pour tout ajouter Fatima Farouk Al-Sheikh. Il a également rappelé que cet atelier constitue une opportunité importante pour discuter de plusieurs sujets, notamment des moyens d'améliorer l'accès à l'énergie et de la fournir à tous au meilleur prix. Elle a enfin salué les efforts déployés par le gouvernement pour réaliser la vision du président de la République sur la fourniture de l'énergie durable à tous les segments de la société djiboutienne.
Sport à présent, le secrétaire d'État à la jeunesse et au sport, M. Hassan Mohamed Kamil, a reçu ce matin une délégation de la fédération djiboutienne handisport. Le président de la fédération, M. Ali Mohamed Ali, du médecin lieutenant-colonel de la gendarmerie nationale et de l'entraîneur Zakaria Hussein et des deux athlètes, Filsan Nour et Ali Mohamed, en présence de ses proches collaborateurs. Ainsi, cette délégation avait participé à la 15e édition des Jeux Olympiques spéciaux d'été 2019 qui se sont déroulés à Abu Dhabi du 14 au 21 mars. Compétition au cours de laquelle notre pays a remporté des médailles. En effet, Filsan Nour a remporté une médaille d'argent et Ali Mohamed a remporté quant à lui une médaille de bronze. Le président de la fédération a tenu à remercier le secrétaire d'État pour l'accueil et a évoqué avec lui les conditions et déroulement des Jeux qui lui a permis de réaliser ses performances. Il a également soumis aux responsables étatiques les besoins de la fédération pour participer aux Jeux de Tokyo en 2020. Pour sa part, le secrétaire d'État a félicité les athlètes pour leurs résultats et a promis de leur apporter tout son soutien. Hassan Kamil, qui nous a accueillis chaleureusement dans son bureau à l'aéroport. Et nous remercions aussi également le comité olympique qui nous a accueillis aussi à l'aéroport. Après tous ces remerciements, nous avons eu aussi l'occasion de discuter avec le ministre de beaucoup de programmes en faveur des personnes à besoins spéciaux, que l'handisport va être excellé, Inch'Allah, dans les jours à venir. Nous avons honoré notre pays et nous attendons aussi beaucoup d'honneur de la part du secrétaire d'État à la jeunesse et sport. Et il nous a promis aussi qu'il y aura des locaux au sein même du Stade Ouled, beaucoup de bonnes choses, de formation de formateurs, pour que ces handicapés, ces jeunes athlètes à besoins spéciaux, qui ont eu la place sur le podium internationaux, soient aussi gratifiés. Tout à fait autre chose, un atelier de formation sur la stratégie d'accueil, d'accompagnement et d'orientation des usagers de l'administration publique s'est achevé dans la salle de conférence du Palais du Peuple. Placé sous l'égide du ministère du Travail chargé de la réforme et de l'administration, l'événement est venu couronner 3 jours d'intenses travaux animés par des experts djiboutiens. La cérémonie s'est clôturée et s'est déroulée en présence du secrétaire exécutif chargé de la réforme et de l'administration, Mohamed Awal Adrir, du directeur de l'INAB, le secrétaire général du ministère de l'Intérieur, Siraj Omar, Abdelkader et de plusieurs hauts cadres supérieurs de la fonction publique et qui ont respectivement salué l'assiduité des participants de cette session de formation, lesquels, rappelons-le, au nombre de 20 étaient issus des rangs respectifs du ministère de l'Intérieur, sous la houlette de leurs formateurs. Présider la cérémonie de clôture de l'atelier portant sur la stratégie de communication, d'accueil, d'orientation et d'accompagnement des usagers dans le service public. Je me réjouis également, mesdames et messieurs les représentants du ministère de l'Intérieur, de constater que vous êtes venus nombreux pour prendre une part active à cet atelier qui a pour objectif de bâtir des solutions innovantes et créatives pour le service d'accueil et d'orientation des usagers. Comme vous le savez, l'administration publique est l'interface principale entre le gouvernement, la société civile, les citoyens et le secteur privé et public. Elle doit contribuer de manière effective à rendre les politiques publiques plus adéquates aux besoins des citoyens et plus crédibles par rapport à l'ampleur des défis de développement. L'amélioration des services est considérée comme une des finalités de la réforme de l'administration en République de Djibouti. Nos citoyens ont besoin de services de qualité. C'est pourquoi le président de la République, son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh, a annoncé dans son discours lors de la conférence du 24 avril 2016, en soulignant que l'administration doit offrir des services de qualité à la population. Une cérémonie de signature portant sur le développement des capacités de l'utilisation du système d'information géographique s'est tenue dans le locaux du ministère des Affaires étrangères. Cette cérémonie de signature porte notamment sur l'élaboration d'une carte topographique numérique à grande échelle de la capitale. En d'autres termes, une plateforme informatique dotée des logiciels qui permettent d'assurer la collecte, la manipulation, l'analyse et la modélisation des données géoréférences.
Le représentant de la JICA à Djibouti, M. Tourgawa Toru, a précisé que cet outil serait indispensable pour surveiller les dimensions sociales, économiques et environnementales des objectifs de développement durable. C'est un grand privilège et un immense plaisir que de prononcer le discours à l'occasion de cette cérémonie de signature de procès-verbal de discussion de ce projet. Je suis également très reconnaissant au secrétaire général du ministère de l'Équipement et des Transports qui a parrainé ce projet avec dévouement. Nous devons noter que l'idée du projet de développement de capacité sur la mise à jour et l'utilisation de systèmes d'information géographique est apparue à la suite du dernier projet de gestion de données topographiques numériques à Djibouti, financé par la JICA, qui s'est déroulé à Djibouti durant la période de 2012 à 2015. Le secrétaire général du ministère de l'Équipement et des Transports, M. Saïd Nour Hassan, a indiqué que cet outil était incontournable dans le processus de modernisation du pays, étant ainsi dans l'ère du numérique. Écoutons-le. Ce système comprenait au départ, dans la première phase, une surface de 110 km², complètement digitalisée, et des relevés topographiques sur une surface de 300 km². Permettez-moi de rappeler que cet outil, dont la première partie a été réceptionnée par le ministère de l'Équipement et des Transports en février 2014, a pour objectif d'améliorer la gestion urbaine de la ville de Djibouti en dotant l'ensemble des services de l'État d'un même support cartographique numérique. J'ai le plaisir de signaler que l'importance de cet outil n'est pas passée inaperçue aux yeux du gouvernement, et c'est pourquoi, dès 2015, un décret présidentiel a mis en place un comité technique en charge de la gestion et du partage et du développement de cet outil. L'équipe du système d'information géographique de la ville de Djibouti, dont le staff principal ici présent, n'a pas ménagé ses efforts et ont participé et organisé même plusieurs formations sur l'utilisation de cet outil à destination de tous les techniciens des différents départements. Autre actualité, le colonel Zakaria Hassan Aden, chef d'état-major de la gendarmerie nationale, a reçu ce matin à l'école internationale de perfectionnement et à la pratique de la police judiciaire une importante délégation conduite par M. Adam Koulash, l'ambassadeur de l'Union européenne, et comprenant les ambassadeurs des pays amis, en l'occurrence l'Allemagne, la Belgique, l'Espagne, la Finlande et la Pologne. En marge de la rencontre du dialogue politique avec le gouvernement djiboutien, cette délégation de l'Union européenne a souhaité, dans le cadre des sorties sur le terrain, visiter l'école internationale de perfectionnement à la pratique de la police judiciaire qui vient d'être inaugurée. La délégation a été d'abord reçue dans la salle de VIP où elle a eu un échange avec le chef d'état-major de la gendarmerie nationale avant de profiter de la visite guidée. Au cours de celle-ci, la délégation est passée dans les différentes salles et cours, des salles informatiques, des salles d'audition, dont celle dédiée à l'audition des mineurs et connue sous le jargon judiciaire de la salle Mélanie. Du plateau technique comprenant les blocs des laboratoires de la police technique et scientifique, de la maison de stimulation, de la salle audiovisuelle de contrôle et de retour, de la bibliothèque, du message, de la cafétéria et de l'auberge. À l'issue de la visite, le chef d'état-major de la gendarmerie nationale a offert des présents aux sigles aux ambassadeurs des États membres de l'Union européenne pour les remercier de l'intérêt qu'ils portent à l'école.
Sans transition, les ambassadeurs de l'Union européenne, à leur tête le représentant de l'Union européenne à Djibouti, Adam Koulash, ont successivement visité les Free Trade Zones et le DMP, son acronyme anglais. Les personnalités de marque ont effectué des immersions successives dans les différentes installations des ports, notamment au Free Trade Zone. Et à ce qu'il faut ajouter, sous bonne escorte et de plusieurs autres ménagères, ce fleuron de l'économie nationale. Puis les visiteurs de marque ont été reçus au DMP par le directeur général du DMP, Wahib Adair. Réunion s'est déroulée dans la salle de conférence du DMP. Elle a essentiellement porté sur les performances de cette nouvelle plateforme portuaire, les capacités additionnelles aussi qui ont été déployées cette année par le DMP afin de répondre au mieux à la demande des pays voisins. La délégation a constaté de visu le développement accompli en matière des ports et des zones franches, pour voir également les possibilités d'investissement, les potentialités et les opportunités qu'offre le pays en vue d'investir dans différents projets à Djibouti. Lors d'une interview que nous a accordée, le directeur du projet des autorités des ports, Jean France, nous a expliqué les tenants de cette réunion au DMP. Les différents projets d'infrastructure que nous développons, l'objectif étant de leur informer l'état d'avancement de certains de nos projets clés et effectivement leur montrer que Djibouti est ouvert aux investissements, aux investisseurs de pays européens. Nous leur avons fait une présentation détaillée de l'ensemble des infrastructures, des projets, et nous leur avons aussi montré le projet qui pour le moment reste soit pour financement, soit pour investissement ouvert à des pays européens. Et à travers les ambassadeurs, nous avons aussi invité les hommes d'affaires européens à venir prospecter, voir les opportunités d'investissement. Et enfin, pour clore l'actualité nationale dans la page nécrologie, nous avons le regret de vous annoncer le décès de feu Moussa Hamadou Ahmed, survenu hier à l'hôpital général à Pelletier. Le défunt Moussa Hamadou est né en 1947. Il était l'oncle de nos confrères Ali Gouhar. Il laisse ainsi derrière lui 2 veufs et 12 enfants. Qu'Allah l'accueille dans son paradis éternel. Inna lillah wa inna ilayhi raji'un. Et de là, nous passons à ce qui domine l'actualité hors de nos frontières. Les Comoriens aux urnes pour la présidentielle. L'opposition dénonce un coup d'État. Les Comoriens votaient hier pour le premier tour de l'élection présidentielle dans un climat lourd de tension avec l'opposition. Ces derniers qui accusent le président sortant de dérive autoritaire, crié hold-up électoral au premier tour du scrutin présidentiel. Aux Comores, plus de 300 000 électeurs de l'archipel étaient appelés à voter dimanche 24 mars, une élection que le président sortant Azali Assoumani n'envisage pas de perdre. Les 12 opposants en lice d'ordonnance des fraudes. Et aux États-Unis, un résumé du rapport du procureur Robert Mueller indique qu'il n'y a pas de preuve de collusion entre la Russie et l'équipe de campagne de Donald Trump, mais il n'exonère pas non plus que le président l'entrave à la justice lors de son enquête. Ces conclusions rendues publiques hier par le ministre américain de la Justice, Bill Barr, constituent une incontestable victoire pour le président américain qui répétait depuis des mois qu'il n'y avait aucune collusion. Elles éclaircissent son horizon dans la perspective de l'élection 2020. La Maison-Blanche a estimé par la voix de sa porte-parole, Sarah Sanders, qu'avec ce rapport, le président des États-Unis était totalement disculpé. Voilà donc pour l'essentiel de l'actualité de ce lundi 25 mars. Merci à vous de l'avoir suivi. Excellente soirée à tous et à toutes.